Alors, ça me paraît intéressant pendant ces vacances, de reprendre le devoir, le DS2, le devoir surveillé numéro 2. Bon, pour tout vous dire, il n'a pas été bien réussi, comme vous pouvez vous en douter. Alors, il y avait trois exercices. Le premier était quand même assez classique. Donc, je vous ai envoyé la correction. Donc, en fait, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que l'objet était lancé vers le haut. Là, le plus évident, le plus intuitif et qui sera le plus simple, c'est le choix des axes avec un axe dx le long du plan incliné, c'est-à-dire ça va correspondre à la trajectoire, un axe y perpendiculaire. Le vecteur vitesse initiale et le vecteur vitesse sont orientés sur un axe des x dans le même sens, même direction, même sens. D'accord? Donc, ça veut dire que vecteur v, c'est plus v vecteur i. V étant la norme du vecteur vitesse, et donc du coup, la coordonnée Vx se trouve égale à la norme de la vitesse. Mais attention, le vecteur accélération, il est dans l'autre sens, le vecteur accélération. Puisque la vitesse va diminuer au cours du temps, puisqu'il va monter le plan incliné, le long du plan incliné, donc l'accélération, elle est dans ce sens-là. Donc ça va être vecteur A égale AX vecteur I. Alors ça, quand j'écris ça, je ne prends pas de risque, hein, puisque AX est la coordonnée, c'est donc une grandeur algébrique positive ou négative. Donc là, il se trouve qu'elle est négative, puisque le vecteur accélération est de sens contraire à l'axe des X, à l'orientation de l'axe des X. Voilà. Et si on veut faire le lien avec l'accélération, A de X, c'est moins norme de A, c'est-à-dire A de X égale à moins A en notation plus simple. A est toujours positive, et A de x est une coordonnée composante du vecteur, donc c'est négatif ici. Donc première difficulté, voilà, de bien représenter les vecteurs force, il y en a trois. Réaction normale au support ici, normale au plan incliné donc. Force de frottement de sens contraire au mouvement, on y reviendra dans l'exercice 2, mais dans le cas d'un mouvement rectiligne, la force de frottement notée ici, vecteur RT, est de sens contraire au mouvement, mais uniquement dans le cas de mouvement rectiligne. Donc le poids perpendiculaire à l'horizontale, qui est représenté ici, l'horizontale. La réaction normale, donc normale au support, au plan incliné, et la force de frottement. On applique le principe fondamental de la dynamique et on le projette suivant les deux axes OX et OY, bien choisis. Alors, si vous choisissez des axes comme ça, X, Y, on va s'en sortir, mais ça va être plus difficile. Donc moi, l'idée, c'est déjà de partir bien comme il faut. On projette. On a deux relations. Alors attention, suivant OY, l'accélération A de Y est nulle, hein. Donc je reviens rapidement sur ces histoires de projection. Quand on projette, déjà on n'a plus de vecteurs, on a des coordonnées, des composantes de vecteurs. Voilà. Ici, on a A de X. Si vous utilisez A, attention. Si vous utilisez A ici à la place de A de X, c'est faux. Puisque A de X, on a dit que c'était moins A. Voilà. A est positif. A est positif, comme on l'a dit tout à l'heure. Et A de X est négatif. Donc, on ne peut pas faire des magouilles de signes en remplaçant A de X par A et réciproquement, il faut faire gaffe là. Bon, et vous obtenez des relations de l'accélération avec RT inconnu. RT est inconnu ici. Donc, vous ne pouvez pas laisser la relation comme ceci. Ce n'est pas faux, elle est juste, cette relation-là. Sauf que votre grandeur RT, elle est inconnue. Elle n'est pas exprimée en fonction des données du problème. Donc, il faut aller chercher la deuxième projection sur OY. Et là, la projection de l'accélération sur OY, elle est nulle. Elle est nulle. On n'avait même pas besoin d'écrire ça pour dire qu'elle était nulle. Le mouvement se fait suivant OX, donc l'accélération, il n'y a pas de coordonnées suivant OY.
Donc, j'ai une relation avec Rn. Une troisième relation entre le coefficient de frottement dynamique RT et Rn. Voilà, je remets tout ça dans l'ordre et ça me donne une accélération positive et une coordonnée de l'accélération sur l'axe X négative. J'intègre deux fois en regardant ce qui est constant et ce qui n'est pas constant. Donc tout ça, c'est constant. Donc attention, encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes difficultés, les mêmes erreurs qui reviennent. Vecteur accélération, c'est dérivé des vecteurs vitesse par rapport au temps, ça c'est toujours vrai. Donc, suivant l'axe des x, la coordonnée a de x égale à d de vx sur dt, ça c'est toujours vrai. Mais a égale dv sur dt, c'est pas toujours vrai. Et ici, c'est faux, puisque a de x, c'est moins a. Donc, j'intègre une première fois par rapport à t pour avoir vx de t, une deuxième fois pour avoir x de t, c'est-à-dire la position sur un axe des x du solide, qui va correspondre à la distance de déplacement. Là, je vois bien qu'est-ce qui est constant. Là, ce que j'ai entouré, là, c'est constant. Donc, quand j'intègre, voilà, c'est important. La constante d'intégration suivant la vitesse, là, ici, là, c'est ça. La constante d'intégration, attention, c'est Vx0, Vx0, qui se trouve être égal à vecteur V0, comme je l'ai dit dès le départ, la vecteur vitesse initiale est uniquement en suivant l'axe des x. Remarquez qu'après, là, une fois que j'ai trouvé a de x, j'intègre pour avoir v de x et pour avoir x, mais je ne m'occupe pas du tout des coordonnées de vy et de y, parce que je sais qu'elles seront forcément nulles. Nulles. Pas de mouvement suivant l'axe des y ici, dans ce cas-là. Hein. Voilà, et pour trouver la distance d'arrêt, il faut combiner deux relations. À la date du point d'arrêt que j'appelle A et la date TA, la vitesse, elle est nulle. Et l'abscisse, je l'appelle D. J'ai deux relations que je combine. Alors, il y a d'énormes erreurs dans les manipulations d'expressions mathématiques. Vous regarderez vos copies quand je vous la rendrai, mais je ne peux pas faire le listing. Là. Attention, parce que là, vous partez vous faites des grosses erreurs quand vous manipulez les expressions littérales et tout ce qui suit est faux. Là. Donc, c'est la base de bien manipuler les expressions littérales. Hein. Et quand vous faites une application numérique, posez-vous toujours la question, là, est-ce que la grandeur, je trouve, quelle est son unité? Est-ce qu'il y en a une déjà? Alors, très souvent, dans 95% des cas, il y en a une, mais des fois, il se trouve qu'il n'y en a pas. Comment on le voit rapidement? Eh bien, K, c'est le coefficient de frottement dynamique, c'est le rapport de deux normes de force, donc forcément sans unité. Mais il faut se poser la question. Hein. On ne laisse pas un résultat comme ça et se dire, ah ben, tiens, l'unité, je ne sais pas trop ce que c'est, et non. Alors, bon, l'exercice 2, bon, là, j'ai été un peu méchant avec vous, là, j'avoue. Notamment, une grande partie de la solution résidait dans une bonne représentation de la situation physique par deux schémas. C'est pour ça que j'ai rajouté cette question. Initialement, dans l'exercice tiré d'un sujet, il n'y avait pas représenté sous forme de schéma la situation. Bon, alors là, ce qu'il faut comprendre, déjà que le mouvement est circulaire uniforme, donc l'accélération, elle est centripète, dirigée vers le centre. Donc ça, ici, on a une vue du dessus. Et là, on a une vue du côté, mais ouais, alors je n'ai pas précisé de quel côté, mais en fait, on a une vue en regardant comme ça. On a le vecteur K, en fait, on a trois vecteurs unitaires, UR, Uθ, puisqu'on est dans un cas de mouvement circulaire. Donc, je vais utiliser la base tournante UR, Uθ, les coordonnées polaires, UR, Uθ. Et j'ai le vecteur K qui est vertical vers le haut. Donc, en rond, un point. Ce qui me dit, ça c'est la notation symbolique du vecteur K qui est vers l'avant, perpendiculaire à la feuille, mais vers l'avant. Bon, bref.
Donc, le mouvement est circulaire, uniforme. Donc, l'accélération est centripète. Donc, la vitesse est constante, mais l'accélération est centripète. Alors là, si vous ne savez pas ça, là, ben on est foutu là. Hein. Donc, le vecteur accélération. Donc, un vecteur à gauche, il y a un autre vecteur à droite. Si vous ne mettez pas le vecteur UR, là, ça ne veut plus rien dire. Hein. Donc, l'accélération est centripète, elle est donc dirigée suivant le vecteur UR, mais avec un signe moins pour bien dire que c'est de sens contraire. Bon, j'y reviens pas. Alors, ce qui était dur ici, c'était de comprendre que la force de frottement RT, elle était aussi centripète. Ça, ce n'était pas quelque chose qu'on avait vraiment vu. Il fallait l'interpréter. Vous pouvez être confronté à des choses qui n'ont jamais été vues en cours. On ne peut pas avoir toutes les difficultés. Hein. Voilà. Et la deuxième difficulté, c'était de retranscrire selon les deux vues les vecteurs. Tout en sachant qu'on a, dans cette première vue, on a 2 dimensions. Dans cette deuxième vue, on a 2 dimensions. Et il faut retranscrire quelque chose qui se passe en 3 dimensions. OK, donc là, dans cette vue de gauche, on ne peut pas représenter les vecteurs P et vecteurs Rn puisqu'ils sont perpendiculaires à la feuille. P perpendiculaire à la feuille vers le bas, Rn perpendiculaire à la feuille vers le haut. On voit bien le vecteur V ici, sur cette vue-là, vue du dessus, le vecteur accélération, la force de frottement. Sur cette vue-là, on voit bien le poids, la réaction normale au support, la force de frottement, les vecteurs UR et le vecteur K qu'on ne voyait pas sur la vue de gauche, sur la vue de dessus, pardon, sur la vue du dessus. Et ici, dans cette vue de côté, on ne voit pas le vecteur Uθ, puisqu'il est perpendiculaire à la feuille. Donc RT est centripète également. Alors, comment on pouvait le savoir? Mais on applique le principe fondamental de la dynamique au système étudié. Mais là, on n'invente pas, enfin, on ne choisit pas des axes X et Y au XY, là. On repère au XY. Il faut, comme la voiture tourne, il faut bien avoir conscience qu'il faut associer un mouvement circulaire, cette base tournante UR Uθ là. Le vecteur UR Uθ, il va suivre le vecteur UR Uθ, il va suivre la position de l'objet qui tourne. Donc là, si je refais là, si la voiture elle est là, le UR il est comme ça, il a tourné en même temps, le Uθ il est comme ça, l'accélération est comme ça. Bon, moi, je ne fais pas attention à la longueur du vecteur là. Alors, pourquoi la force de frottement était centripète également? On applique le principe fondamental de la dynamique sur les 2 axes, les 2 projections sur UR et sur K. C'est ça qui va être important. On a des vecteurs force qui sont sur UR et sur K. Suivant Uθ, il n'y a pas de vecteur force. Il y a la vitesse, mais la vitesse n'est pas une force. Voilà, donc on projette suivant UR et θ. Alors en fait, c'est la projection sur R qui nous dit que le RT est centripète, parce que le poids et la réaction normale, clairement, sont perpendiculaires au support. OK, donc la projection ici, elle est clairement nulle suivant UR. L'accélération, elle est centripète, donc elle est suivant UR. J'ai une accélération ici. Donc, si j'avais rien ici, mettons, si j'avais pas de force de frottement, ça voudrait dire qu'il y a un terme ici qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que la vitesse est nulle, donc pas de mouvement. Bon, il y a une force de frottement centripète ici dans le cas de mouvement circulaire. D'accord? Et cette force de frottement, elle est liée à l'accélération. C'est la force de frottement centripète qui fait que l'accélération est centripète. La projection suivant K, on me donne une relation entre Rn et P. Et en faisant le rapport de RT et Rn, j'ai le coefficient de frottement. Voilà, mais la difficulté, c'était quoi? C'était de bien représenter les schémas, d'utiliser UR, Uθ et pas des axes XY. Parce que les axes XY, ils ne tournent pas, ils ne sont pas bien adaptés ici pour le mouvement circulaire. Voilà, et deuxième énorme difficulté, c'est là où j'étais pas sympa,
c'est que la force de frottement ici, elle était centripète et pas de sens contraire à vecteur V. Ça, c'est vrai que pour le mouvement rectiligne. Et on le déduisait grâce à l'application du principe fondamental de la dynamique que RT était centripète. Alors, je passe sur la deuxième partie de l'exercice. Je passe. Non, je passe pas. C'est un peu c'est un peu la même idée, mais la route est inclinée par rapport à l'horizontale. Voilà. Là, c'est encore une autre difficulté. C'est qu'en fait, le centre de la trajectoire, il est là. Il n'est pas ici. On prend des vecteurs UR et K et Uθ qu'on ne voit pas ici. Et le vecteur accélération, il est centripète dirigé vers le centre de la trajectoire, mais qui est là. Il est là, le centre de la trajectoire, là. En vue du dessus, ça va faire un cercle. D'accord? Mais comme la route est inclinée, que la voiture se positionne ici, le vecteur A, il est là. Il n'y a pas de frottement ici. Dans cette deuxième situation, on considère qu'il y a du verglas sur la route. C'est pour ça qu'on incline la route pour éviter que la voiture dérape. Exercice 3, le ressort vertical. Alors, très important. Il faut maîtriser cet exercice, il est extrêmement important. Dans la première partie, on avait l'équilibre, la masse était en équilibre. Donc, la somme des forces qui s'exercent sur elle était égale au vecteur nul. Somme vectorielle est égale au vecteur nul. On a la force de rappel du ressort que j'ai appelé vecteur T, le poids. Faites attention à l'utilisation de l'expression là. Moi, j'ai choisi une origine. L'origine du repère, il est à la position d'équilibre. Donc là, en fait, avec les signes, là, vous magouillez un peu les histoires. Là. Il ne faut pas qu'il y ait de magouille, ça va se voir. Hein. La force, c'est une force de rappel. Donc, le ressort, comme il est étiré par rapport à sa position à vide, il tend à ramener la masse dans sa position. Le ressort tend à revenir dans sa position initiale, c'est-à-dire ici. Donc, la force T est verticale vers le haut. Voilà. Bon, j'y reviendrai peut-être en cours, là, ici. Et dans la situation où il y a un mouvement où le ressort va osciller, on repart de la position d'équilibre et on rajoute un étirement. Alors, enfin, ici, je rajoute un étirement au ressort supplémentaire par rapport à la position d'équilibre. Je pourrais rajouter une contraction, mais le plus simple, c'est de considérer un étirement. Z ici, là, Z, c'est ça. Et j'applique le principe fondamental de la dynamique. L'accélération, le vecteur accélération de la masse. Voilà, ce qu'il faut avoir intérêt, c'est Z point point, la dérivée seconde de la coordonnée des Z. Quand je projette la relation fondamentale de la dynamique, j'ai A de Z, qui est ça, et c'est donc Z point point. J'ai des choses qui se simplifient naturellement sans rien magouiller, puisqu'en fait, ici, là, la force de rappel du ressort, c'est ça. Alors, regardez bien ça, là. L'expression, c'est moins KZ moins Z0. Z0, position à vide, coordonnées du ressort à vide, de l'extrémité du ressort à vide, et le Z qui se situe ici, là, maintenant. Bon, je vous laisse regarder ça en détail. On obtient une équation différentielle. Du second ordre à coefficient constant sans second membre, dont on sait que les solutions sont des mouvements sinusoïdaux, oscillation sinusoïdale. On n'a pas besoin d'aller chercher, ici dans cet exercice, on ne demandait pas de trouver Zm et phi, là, les constantes d'intégration qui apparaissent. Hein. L'idée, c'était de trouver la période d'oscillation pour trouver K. Donc en fait, l'idée, c'est d'identifier ici ça à oméga 0 carré, la pulsation au carré, et de réintroduire ça dans T0, la période d'oscillation, pour en déduire K. Pas besoin de trouver les constantes Zm et phi ici. Attention, il faut s'adapter un petit peu à l'exercice. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, que cette équation différentielle se trouve naturellement sans aucune magouille de signes.
Parce que vous passez de la première ligne à cette ligne-là, en éliminant des termes qui vous arrangent, parce que comme vous savez que vous devez obtenir cette équation différentielle, vous connaissez déjà le résultat, mais vous magouillez votre raisonnement. Non, ça doit se faire sans aucune magouille. Ensuite, on avait l'objet était accroché toujours au ressort vertical. On le plonge dans des récipients. Donc, il y a une nouvelle force qui apparaît. On est toujours à l'équilibre ici dans cette question 2. Il fallait de nouveau appliquer le principe fondamental de la dynamique dans cette situation à l'équilibre pour trouver la norme de A. Il ne suffisait pas de dire que la norme de A, en fait, qui se trouvait être à la poussée d'Archimède, que la force A était verticale vers le haut. Ça, en majorité, vous l'avez dit. Mais il fallait trouver aussi sa valeur. Et pour trouver sa valeur, c'était lié au poids de la masse, à la tension du ressort. D'accord? C'est comme ça qu'on trouvait la norme de A. Il faut faire attention quand on projette. Ensuite, la bille se décroche du ressort, elle tombe dans le liquide, elle subit une force de frottement fluide. Ça ressemble à ce qui se passe dans le DM, qu'on avait vu dans d'autres exercices. Et on aboutit à une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Le second membre, il est là. Il est constant. Le second membre, c'est son état constant. Alors là, le problème, ça a été la projection de là à là. Alors, déjà de voir qu'il y avait bien ici trois forces, le poids, la poussée d'Archimède, la force de frottement. Je projette suivant l'axe des Z. C'est la seule, le mouvement se fait suivant OZ. Donc la seule projection intéressante, c'est suivant l'axe des Z. Je projette sur le vecteur accélération, ça me donne AZ. Je fais très attention. Ça me donne AZ. Et AZ, il se trouve, en réfléchissant, suivant le choix de l'orientation de l'axe et le mouvement, que AZ, c'est la dérivée de V. C'est la dérivée de VZ, mais c'est donc la dérivée de V par rapport au temps, parce que VZ, c'est V. Je ne passe pas directement à V. Je fais attention quand je passe de la coordonnée VZ à V. Je sais résoudre ce type d'équation différentielle. Et ça, je vous laisse regarder ça à la fin. Voilà, le plus dur, c'était de bien faire la projection ici. Bon, je m'arrête là. Je reprendrai ça de toute façon en cours, là, les principales erreurs. Et donc, je vous conseille, pendant les vacances, de reprendre ce devoir-là. Parce qu'après, ça va s'enchaîner.